Salut à tous, ici le capitaine Valeo, et aujourd'hui nous allons parler de l'anime Re:Zero, Starting Life in Another World, ou en VO, Re:Zero, Kara Jimeru, Isekai Seikatsu. Facile. Mais rappelons rapidement de quoi parle l'anime. Natsuki Subaru, un japonais, en même temps vu le nom, faisait tranquillement ses courses, quand il fut soudain transporté dans un monde d'heroic fantasy, où il y a de la magie, des elfes, des dragons, et plein d'autres clichés. Bref, là vous vous dites que c'est vachement usé comme scénario, que ce soit El Hazard, Vision d'Escaflowne, Shining Tears X-Wind, ou plus récemment No Game No Life, des tonnes d'animés ont déjà exploité le principe du héros qui est transporté dans un monde d'heroic fantasy. Et encore je suis sympa, je compte pas tous les animés qui parlent de gens bloqués dans des MMO, comme Overlord ou SAO et tous ses clones. Tout ça pour dire, c'est une ficelle vachement éculée, mais il y a pourtant une petite originalité. Lorsque le héros meurt, il est transporté dans le temps, dans sa propre peau, quelques heures ou quelques jours avant sa mort. Il pourra donc tenter de changer son destin. Et ouais, l'animé tente de mixer Un jour sans fin et Lord of the Ring. J'avoue que c'est curieux comme idée. Notre héros va donc se lier d'amitié avec une demi-elfe aux cheveux argentés et tenter de déjouer un destin tragique. Et à partir de là, je vais spoiler l'animé. Tout. Donc si vous voulez partir, c'est maintenant. Donc l'anime se déroule en grosso modo 3 arcs et demi. Le premier arc, où Natsuki arrive dans la capitale du pays où il se trouve, et où il fait la connaissance de Emilia, la demi-elfe, qui s'est fait voler un objet. Il décide de l'aider à retrouver l'objet en question, et pour ça ils vont voir un receleur, qui revend les objets volés. Mais il se rend compte que le receleur a été assassiné. Emilia et lui-même ne tardent pas à subir le même sort. En revenant plusieurs fois dans le passé, il va tenter d'agir sur Emilia, mais aussi sur le receleur et la personne qui a fait le vol, afin de tenter d'empêcher l'assassinat. Ensuite il est conduit chez Roswell, qui serait un petit peu le tuteur d'Emilia. Là, il y a le deuxième arc, où il meurt en se faisant plus ou moins assassiner. On a d'ailleurs l'impression que c'est lui qui devient la cible. Il devra se lier d'amitié avec les deux soubrettes du manoir, afin de s'en sortir. Et au passage, on apprend qu'Emilia est une prétendante au trône, une princesse. Puis on a une sorte de demi-arc assez bizarre où Natsuki cesse de mourir et où l'histoire avance vraiment. On le voit se disputer avec un chevalier, se faire humilier en public et se fâcher avec Emilia. On peut dire qu'il tombe en disgrâce. Puis il y a enfin le dernier acte, qui est selon moi le meilleur, où on voit Natsuki, qui est isolée dans la capitale, alors qu'Emilia a fait la gueule et qu'elle est rentrée chez elle. Et c'est là qu'elle se fait assassiner par une secte. Il va bien sûr mourir en tentant de la sauver, mais à chaque fois qu'il revient dans le temps, il se trouve dans une situation où les gens de la capitale le méprisent à cause de son humiliation, où ses alliés ne lui font pas vraiment confiance, et où la route pour rejoindre Emilia est bloquée par une sorte de brouillard dans lequel évolue un monstre légendaire. Et même s'il arrive jusqu'à Emilia à temps, il doit encore affronter la secte, avec à sa tête Beetlejuice Romane Conti, qui tient le rôle d'antagoniste de la série. Bon voilà, c'est le scénario résumé en 2 minutes. En fait, c'est quand même plus compliqué que ça, mais on va pas approfondir. Que peut-on dire? Eh bien, j'ai vraiment été très surpris par cet animé. Et en bien. Je dois avouer qu'à présent j'ai un peu de mal avec les animés qui parlent de mecs allant dans des mondes parallèles d'heroic fantasy. Il y en a trop eu, je sature. En plus le personnage d'Emilia est hyper cliché, le monde est hyper cliché, et l'opening laisse supposer un animé de type harem. Sans deck, le héros tente littéralement de rejoindre un groupe de 5 filles. Heureusement ce n'est pas le cas, et les personnages féminins ne sont pas tous amoureux du héros. Et s'ils se débrouillent mal ou qu'ils n'arrivent pas à gagner leur respect, elles le verront même comme un ennemi. C'est d'ailleurs vrai pour tous les personnages. Mais je confirme que oui, plusieurs persos sont clichés, faut pas se mentir. Bon, revenons au point positif. Ce qui est vraiment excellent, c'est le traitement des boucles temporelles. Déjà, toute la série ne reste pas sur la même période, mais elle avance progressivement. Natsuki le dit lui-même, il débloque des points de sauvegarde. Ça évite de rester tout le temps sur le même segment, ce qui est rafraîchissant. En même temps, c'est une série. Rester tout le temps sur la même journée, c'est pas trop gênant dans Un jour sans fin. Parce que c'est un film. Sur une série de 26 épisodes, ce serait insupportable. Mais ce qui est assez original dans le genre, c'est que Natsuki n'a pas à répéter beaucoup de fois une boucle avant de la réussir. Son succès ne dépend pas d'une exécution parfaite. Il n'a pas tout à apprendre par cœur, contrairement à Un jour sans fin ou Edge of Tomorrow, ni à développer ses compétences au maximum, contrairement à All You Need Is Kill. C'est le manga qui a inspiré Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Je le recommande, il est vraiment super. Donc là, le héros doit surtout prendre les bonnes décisions au bon moment. Si on prend le dernier arc, qui est selon moi le meilleur, il n'utilise pas les boucles temporelles afin de devenir le meilleur guerrier possible, ni pour apprendre par cœur tous les mouvements ennemis. Non, il fait surtout de la prise d'informations générale, afin de pouvoir conclure des alliances avec d'autres prétendantes au trône, et ainsi lancer une véritable armée à la rescousse d'Emilia. Et cela nous amène à une autre grosse originalité de la série, la façon qu'a Natsuki de régler ses problèmes. Merde, le gars il est seul, à des dizaines de kilomètres de sa copine, tout le monde le méprise et en plus il est super faible. Et pourtant il arrive à monter une armée, à se faire des alliés et à gagner leur respect afin d'aller la sauver.
C'est une utilisation hyper originale de sa capacité, surtout qu'on est habitué à voir des héros régler leurs problèmes eux-mêmes, grâce à leur propre force. Si on prend les personnages de shonen les plus connus, ils gagnent presque tous leurs combats par eux-mêmes. C'est leur force qui permet de régler leurs soucis. Mais pour Natsuki c'est différent, c'est le personnage le plus faible de l'anime. Son succès dépend de sa capacité à s'entourer des bons alliés. Surtout que s'il se débrouille mal, alors de potentiels alliés peuvent ne pas le devenir, ou se transformer carrément en ennemis. J'ai pas vu ça souvent. D'ailleurs, ça donne une utilisation rigolote des boucles temporelles. Ça montre d'autres versions des personnages. On voit certaines facettes qui ne seraient pas montrées si tout se passait bien, et d'autres qui ne seraient pas montrées si tout se passait mal. Et une autre surprise, c'est clairement la personnalité de ce brave Natsuki, qui est vraiment développée. Vu le nombre de personnages féminins, je pensais à un harem manga, comme je l'ai dit au début. Mais il n'en est rien. Le problème du harem est que le personnage principal n'a pas de personnalité. Il ne sert qu'à mettre en valeur les personnages féminins. Si vous prenez la référence du genre, Lovina, c'est exactement le problème. Le héros ne sert qu'à développer les personnages féminins. Et comme le spectateur est censé s'identifier au seul personnage masculin de l'histoire, alors ils le font le plus lambda possible. Ah mais là ce n'est pas le cas. Natsuki est vraiment développé. Par exemple, il a tendance à déprimer. Ouais, il supporte mal les boucles temporelles. Ce type de problème est abordé dans toutes les histoires du genre. Mais d'habitude, le héros est obligé de passer outre son désespoir, sinon il reste bloqué. Alors que là, ben non, Natsuki a vraiment l'opportunité de fuir. Il peut simplement laisser Emilia mourir et tailler son chemin, et plusieurs fois, l'idée lui passe par la tête. En plus, il est hyper orgueilleux, ce qui fait qu'il a du mal à voir et à tolérer ses propres échecs. Et même mieux, il lui arrive de faire de véritables erreurs, qui ne sont pas ensuite effacées par une boucle temporelle. Comme quand il fait une promesse à Emilia, et puis qu'il décide de la rompre, comme ça, pour au final se donner en spectacle. Et après il se fâche même avec elle, car il estime qu'elle devrait se montrer reconnaissante envers lui. Son orgueil l'empêche de voir qu'il se comporte comme un gros con, et c'est hyper original pour un héros d'anime. Ah, si vous prenez Goku, Luffy, Naruto, Ichigo, Saitama, jamais leur comportement n'est remis en question. Ils servent de piliers moraux à leurs œuvres respectives, leur vision est toujours la bonne. Ils ne se perdent jamais, ne sont jamais lâches, et gagnent toujours par leur droiture. Là, Natsuki se perd, plusieurs fois, et peut être moralement brisé, et se sentir rejeté par ses alliés. Enfin, j'ai bien aimé l'évolution du personnage, qui parvient à ravaler son orgueil, à s'autocritiquer et qui affronte ses anciens démons. J'ai l'impression que Betelgeuse est un ennemi symbolique de Natsuki, compte tenu de ce qu'il faisait avant. Pour rappel, il se trouve que Betelgeuse est l'évêque du péché de la paresse dans sa secte, donc il incarne naturellement ce péché capital. Quant à Natsuki, il aurait tendance à incarner un autre des 7 péchés capitaux, qui serait l'orgueil. Mais avant de venir dans ce monde, Natsuki était un mec qui ne travaillait pas. Il passait ses journées à jouer aux jeux vidéo. Il le dit lui-même, avant de venir ici, il ne faisait rien. Il était donc paresseux. Et lorsqu'il s'entraîne à l'épée après s'être fâché avec Emilia, d'autres lui font la remarque qu'il n'est pas vraiment sincère dans son travail, et qu'il fait semblant d'être assidu afin de se donner bonne conscience auprès des autres. Et avec du recul, il faisait déjà pareil dans le deuxième arc, afin de se faire accepter par les soubrettes de Roswell, et de ne pas paraître suspect. Son combat contre Betelgeuse est donc à la fois symbolique et personnel. Il affronte sa propre paresse. Et sa paresse est tenace, voire assidue. Bref, c'est bien écrit et avec plusieurs niveaux de compréhension, c'est vachement bien foutu. Donc si vous avez un seul animé à regarder ces derniers temps, je vous recommande celui-là. Il est très rafraîchissant. Et sur ce, à la prochaine, avec le capitaine Valeo.